Elle en connaît beaucoup plus que moi. Et donc, elle va venir m'aider pour les questions. Parce qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc, il y a 2 micro-baladeurs. Vous levez la main. Vous ne donnez pas votre nom, votre prénom. Attention, on n'est pas en consultation. Vous ne me parlez pas de la prostate de votre mari. Vous ne me parlez pas de votre sein, tout ça. On est en public. On n'est pas dans un cabinet médical. D'accord ? Voilà. Et donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc, il faut qu'on fasse... voilà. Et une autre personne ? Très, très bien. Vous êtes des ambassadrices, vous, c'est ça ? Formidable. Merci beaucoup d'être là. Donc, à vous maintenant de poser des questions et nous sommes là pour vous répondre. Tu veux un peu d'eau ? Bonsoir, professeur. Merci pour votre conférence. Alors, si on ne vous voit pas, c'est très difficile. Vous êtes où ? Je suis ici. Ah, ça y est, je vous vois, d'accord. Voilà, vous avez parlé des vertus du miel, vous avez parlé de différents miels, vous n'avez pas parlé du miel de sapin. Pouvez-vous nous dire quelques mots ? Excellent comme les autres. Si vous êtes dans le Jura, dans les Pyrénées, dans les Alpes, aucun problème. Et à ce moment-là, si vous vivez dans ces régions-là et vous avez un miel de sapin, aucun problème. C'est excellent pour la santé, il n'y a pas de problème. Alors nous faisons aussi dans la région des miels de sapin, en limite du département de la Loire, pour information. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Merci. Tu veux dire ? Mais dis-le. Vous allez peut-être en dire plus sur les qualités du miel de sapin. Il a des qualités balsamiques. Alors exprime-le. Hein ? Il stimule la sphère respiratoire, c'est ça ? Oui. Alors c'est un peu comme ce qu'on appelle le bol d'air jacquier, qui est utile parce que vous avez l'impression d'être dans une forêt, avec des terpènes en particulier. Et ces terpènes, les abeilles peuvent aller les chercher. Vous allez les retrouver effectivement quand vous sentez ce miel des sapins dont vous parlez, eh bien vous pouvez sentir ces terpènes qui déjà vous donnent un petit peu par votre odorat stimulé une bonne ouverture de vos bronchioles, etc. Plus ensuite la consommation. Question suivante. Bonsoir professeur. Où êtes-vous ? Ici. Oui, je vous vois. Juste pour savoir l'acceptation par des produits de la ruche selon les âges. Est-ce que les enfants comme les personnes âgées où les gens adultes en tirent le même bénéfice? Est-ce qu'il n'y a pas, on disait par exemple que les jeunes enfants étaient moins susceptibles de tirer profit des produits de la ruche? Ça, c'est du baratin. C'est du baratin de certains experts ministériels qui ne connaissent strictement rien, mais qui ont dit qu'il y avait eu des cas de botulisme, effectivement, chez les enfants de moins d'1 an consommant du miel. Mais attention, quel miel ? Du miel venant de l'étranger. Du miel qui n'était pas du miel, si vous voulez, correctement fabriqué. C'est-à-dire du miel qui vient de... Je n'ai rien contre les Roumains, les Tchèques et les autres, mais vous avez aussi, en particulier les supermarchés, qui, pour vendre le miel à des prix très bas par rapport à celui qui est le producteur lui-même, eh bien, ils vous cassent les prix. Et vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, on a même trouvé des miels qui arrivaient de Chine, il n'y avait pas une goutte de miel. Hein. C'était coloré avec du caramel. C'était du sucre. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Hein. Vous savez, les petits pots de miel que vous avez dans les restaurants, là, ou que vous avez au petit déjeuner, hein, l'autre jour, j'ai vu ça, j'ai senti, ça sentait que dalle. Hein. C'était du sucre, hein. C'était pas autre chose. Oui. Tout miel naturel, non chauffé, a des qualités antibactériennes. Il y a les qualités antibactériennes qui viennent de la plante. Dans les plantes, vous avez des polyphénols, vous avez des huiles essentielles qui ont un effet antibactérien, anti-infectieux, certains plus que d'autres, en particulier les miels de garrigue, de thym, de romarin, de sauge. Et vous avez, quand vous chauffez le miel, vous détruisez les ferments introduits par l'abeille qui multiplient les qualités du miel. Et vous détruisez les défenses immunitaires, ces substances du miel qui ont un effet antibactérien. Et les miels qui contiennent du sucre, alors là, il n'y a aucun élément antibactérien. Donc il faut être vraiment sûr de la provenance des miels, de leur qualité et du fait qu'ils n'ont pas été chauffés. Et c'est important parce que ça permet aussi de garder un lien entre le consommateur, c'est plus qu'un consommateur, hein, c'est le connaisseur de miel et l'apiculteur. Et là, il y a des rapports humains qui sont aussi importants. Mais rappelez-vous que les miels les plus antibactériens, ce sont les miels de thym, de romarin, de garrigue, et voilà. Monsieur.
Bonsoir. Donc je reviens sur le lait de vache. J'ai lu dernièrement le bouquin de David Perlmutter au sujet du lien intestin-cerveau et il a tendance à conseiller la consommation de produits fermentés comme les yaourts par exemple ou le kéfir. Mais je prends l'exemple des yaourts. Si j'ai des souches bactériennes chez moi, que je fais mes propres yaourts avec du lait de vache, à la fois je vais avoir des probiotiques, mais à la fois je vais avoir du lait de vache avec les facteurs de croissance, lactose et autres. Alors comment faire le tri entre les deux ? Alors d'abord, l'exemple que vous donnez de mon collègue, malheureusement, n'a pas été totalement efficace. Hein. Bon, il savait, vous parlez de David, hein, ça marcherait bien. Il faut savoir qu'il avait une tumeur cérébrale de grade 2 et qu'avec ce type de tumeur, vous vivez quoi qu'il arrive. Si j'en ai une, je sais que j'ai 15 ans minimum devant moi. 15 ans minimum. Et au-delà des 15 ans, je vais récidiver. C'est ce qui s'est passé pour lui. Mais il a pu tenir presque 20 ans. Bon. Mais le yaourt, je suis opposé, je vais vous dire pourquoi, sous quelque forme que ce soit. Vous ne le mastiquez pas. Et vous oubliez que nous avons tous des glandes salivaires et que pour qu'elles fonctionnent, il faut mastiquer. Le yaourt, on ne mastique pas. Alors, quand on y ajoute le kéfir, je ne suis pas contre, bien évidemment. Surtout si vous le préparez et que ça ne peut pas vous faire de mal, soyons bien clairs. Mais à partir du moment où on le propose, vous allez avoir l'industrie qui va arriver, qui va vous dire « j'en fais un comme ci, j'en fais un comme ça ». Le yaourt, d'une manière générale, pour moi, ce n'est pas bon pour notre santé parce que ce n'est pas utilisé par notre corps comme ça devrait l'être. Nous avons là un palais des saveurs qui est fait pour mastiquer. Donc fromage de chèvre, de brebis, si vous voulez un fromage même de vache, ça ne me gêne pas, mais à ce moment-là, pâte cuite pour que vous n'ayez pas de facteur de croissance à consommer. C'est ce matin ou hier, je ne sais plus, une dame qui me dit « Bon, mais mon reblochon, j'en ai plein le frigidaire ». Finissez-le, madame. Invitez les amis. Voilà. Finissez-le, votre reblochon. Je ne vous interdis pas le reblochon. Il faut être, il faut être ouvert quand même. Mais pas tous les jours. Voilà. Essayez d'aller plutôt vers fromage de chèvre, les petits crottins. Pas la bûche. Parce que la bûche, vous faites le bûcheron. Je te prends une tranche, puis 2 tranches, puis 3 tranches. Pourquoi ? Parce que ça a moins de goût et parce que vous avez 20-25% de lait de vache et pourtant, ils vous mettent pure chèvre dessus. Vous comprenez ? Pure chèvre. C'est pas pure chèvre. Voilà. Question suivante. Monsieur, non madame. Madame, je vous vois. Bonsoir. Bonsoir madame. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner... Plus près le micro. Si la maman ne peut pas allaiter, Oui. pour des raisons X, Oui. qu'est-ce qu'elle va donner alors à son enfant ? Ben vous. Ah, C'est vous qu'elle a allaité, vous êtes la grand-mère. Ah, oui, oui. Vous voulez pas. Non, mais... Mais essayez madame. Essayez. Votre mari va être sifflé, quoi. Il va en vouloir même, sidéré. Non, non, alors, et si c'est maintenant, pas possible... mais d'une part, c'est vrai. D'autre part, imaginons que... Alors, c'est à toi, là. Imaginons qu'elle veut pas, qu'elle peut pas, qu'il y a X raisons. Non, mais moi, je n'ai rien à faire avec les enfants de mes belles-filles. Primo. Non, ça fait rien, c'est moi qui... C'est toi qui vas l'allaiter, c'est Bon. ça ? Moi, j'ai le même problème, là. C'est aussi une belle fille. C'est délicat, hein, c'est délicat d'interférer. Voilà. Mais il faut essayer de l'informer parce que bien souvent, c'est des raisons personnelles ou ça peut être le mari, comme on l'a déjà vu. Non, là, c'est physique. C'est physique. Vous savez, dans la plupart des pays moins développés que le nôtre, les femmes allaitent pratiquement à 100%. Normalement, si la jeune femme est bien entourée, soutenue, et c'est pour ça que je conseille beaucoup, après les naissances, je conseille aux jeunes mamans de se mettre en rapport avec la Leche League, qui a fait un travail au niveau international extraordinaire, qui est extrêmement documenté de façon très scientifique et qui fait un réseau. Alors, vu de l'extérieur, pour certains, ça peut paraître un petit peu excessif et militant. Mais croyez-moi, quand on voit des jeunes femmes qui veulent allaiter leurs enfants, qui se retrouvent toutes seules et qui ne savent pas comment faire, eh bien, ce n'est pas évident du tout. Voilà. Donc, il faut vraiment soutenir les jeunes femmes qui veulent allaiter et qui comprennent que c'est la meilleure solution pour le bébé. Parce que mettez-vous devant un rayon de lait pour les enfants, entre le sans lactose, sans protéines, sans... Il y a même des laits sans lait, carrément. Et quand vous regardez les composants, vous n'avez pas envie de mettre ça dans le coco de votre bébé qui vient de naître, franchement. Alors que leur donner ? Moi, pour les mamans qui ont
déjà l'été, qui vont commencer à sevrer parce qu'elles sont obligées de reprendre le travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez scandaleux, que les mamans ne puissent pas choisir de suivre les conseils de l'OMS, de nourrir leur enfant 6 mois complètement. Après, pendant 1 an, dit l'OMS, matin et soir, en partant et en revenant du travail, le temps d'aider l'enfant à construire son immunité. Ça éviterait énormément de pathologies, d'allergies, de dépression et de tas de problèmes de ce style. Mais bon, elles sont obligées de reprendre le boulot. Alors, je leur conseille, parce que, bon, il y en a qui essayent de prendre ces laits, et les bébés régurgitent, ils ont des rougeurs, ils pleurent, ils ont des maux de ventre, voilà. Donc, on voit bien, elle voit bien elle-même, toute jeune et isolée qu'elle soit, que ces laits-là ne conviennent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je me souviens d'une femme qui était plus ou moins, pas ostéopathe, mais aromathérapeute, et qui me disait qu'elle avait eu ce problème avec son bébé, son fils petit, et elle l'avait nourri au jus de carotte. Et elle me disait, il n'a jamais été gros, mais il n'a pas de problème de santé. Donc, vous voyez, on peut nourrir l'enfant avec des produits végétaux, et il existe des tas de laits végétaux, mais pas de soja et pas en pack. Si vous regardez de près, dans tous ces laits végétaux, d'abord, vous avez des sucres, vous avez des composants ajoutés pour épaissir, pour donner de l'onctuosité. Et ce n'est pas ce que cherche le bébé. Il cherche du lait, il a besoin de lait, mais sans additifs. Donc, vous pouvez trouver des laits en poudre bio, et qui sont déjà des laits de qualité meilleure, pas stérilisés, pas au risque des conservateurs, etc. Voilà, c'est un problème délicat. Et je dois dire que, bon, une maman qui ne veut pas allaiter et qui, elle va aller vers les laits en poudre des pharmacies, qui sont plus chers que les laits en poudre bio, lesquels fournissent plus, puisqu'on met demi-dose par rapport aux doses adultes. Vous voyez, voilà. Alors, quand vous parlez aux pédiatres des laits végétaux, ils hurlent de rage. Tantôt, ils vous disent ils sont trop riches, tantôt, ils vous disent ils ne sont pas assez riches. La vérité est au milieu. Les laits végétaux apportent d'excellentes protéines de qualité, ils apportent des vitamines, des minéraux. Mais le soja, attention, les de légumineuses apportent beaucoup trop de phytohormones. On voit des enfants qui ont des pubertés précoces à 4 ans, c'est pas normal. Voilà. Merci. Alors, votre belle-fille, vous lui offrirez ma lettre sur les saints. Vous lui direz, voilà, les saints te parlent. D'accord. Bon, vous le lui envoyez dans une enveloppe avec un joli timbre, un bisou. Vous lui offrez ça, et puis après, peut-être elle changera d'avis. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Bonsoir, je suis là. Où êtes-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Est-ce qu'on m'entend ? Je suis là. Ah oui, je vous vois, oui. Oui, vous avez parlé beaucoup de tous les bienfaits du miel et des produits de la ruche, mais comment peut-on s'assurer de la qualité des miels ? Parce que, par exemple, dans les formations d'apiculture, la plupart vous demandent de traiter chimiquement contre le varroa, qui est un acarien qui tire les molymphes des abeilles. Donc, la législation ne prévoit pas d'étiquetage concernant la traçabilité. J'aimerais que vous nous parliez un peu de comment on peut ne pas se faire avoir sur l'achat des miels, quoi. D'abord, sur le varroa, qui est évidemment un élément négatif pour la ruche, d'une manière générale, vous avez actuellement un certain nombre de travaux qui ont été faits pour avoir des abeilles qui sont résistantes au varroa. Ça commence à exister. Il y a des travaux intéressants qui ont été faits en particulier par une équipe du côté d'Avignon sur ce sujet-là. Et il n'est pas impossible que ça puisse se développer pour éviter justement de mettre des produits, comme vous le dites, pour éviter le varroa, qui sont grosso modo des phytosanitaires spécifiques de ce problème. Bon, donc ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où l'apiculture et l'apithérapie va se développer, il va falloir qu'elle soit contrôlée. Bon. Donc, vous l'avez dit, il n'y a peut-être pas encore suffisamment de contrôle, mais c'est en train de venir. Vous avez des syndicats qui sont des syndicats au niveau départemental. Je l'ai vu en particulier en Aquitaine, il n'y a pas très longtemps. Vous en avez en Languedoc-Roussillon, et qui sont
assez rigoureux et de plus en plus, et qui demande à l'État à ce qu'il y ait de véritables contrôles, qui est, comme vous avez dit, au fond, le suivi. D'où vient ce miel, etc. Ça, je crois que c'est quelque chose qui va se faire, et il faut que le consommateur que nous sommes tous le demande. C'est-à-dire il faut que ça vienne de la même façon. La traçabilité que nous avons pour un autre fromage, un autre fruit et notre légume, eh bien, nous la voulons. Vous savez que, par exemple, aux États-Unis, c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il y a eu un référendum en Californie sur est-ce qu'on va mettre sur l'étiquette des produits à vendre qu'il y a des OGM ou qu'il n'y en a pas. C'était ça. Et il y a eu un premier lobbying fait de famille en famille, de porte à porte, qui a été extrêmement efficace. Et les premiers sondages, très vite, ont montré que le peuple, la population, allait imposer « on veut savoir s'il y a des OGM ou pas ». Bon. Quand les lobbies qui font les OGM, comme Monsanto et autres, ont vu que ça prenait si fort, eh ben, ils ont mis du pognon sur la table à fond la caisse, ils ont fait des spots télévisés à l'appel, et finalement, c'est passé à 53% qu'il n'était pas besoin de dire si le produit est OGM ou pas. C'est eux qui ont gagné. Pourquoi ? Ils ont gagné avec du pognon. Exactement comme récemment en Suisse, vous avez eu un référendum, ils appellent ça une votation, et cette votation, c'était la spéculation sur les produits de première nécessité doit disparaître. La spéculation sur les produits qui vont donner le pain, le beurre, les choses de notre alimentation courante. Bon, et il y a un seul canton en Suisse qui a voté majorité pour que la spéculation disparaisse, c'est le canton le plus pauvre, celui du Jura. Tous les autres, Berne, Zurich, tout ça, ils ont voté à 60%. Pas question qu'on supprime la spéculation. Les Suisses vivent de spéculation. J'ai rien contre eux. Mais si les banques suisses marchent aussi bien, demandez à M. Cahuzac. C'est tout. Parce que là-bas, il n'est pas emmerdé par le fisc suisse. Vous comprenez ? Il fait du beurre sur notre dos. À toi. Juste pour revenir à la traçabilité, ou bien vous connaissez l'apiculteur, oui, voilà. Ou bien vous prenez des miels bio, qui ont le label bio. Non, moi j'en connais plusieurs d'apiculteurs qui ont le label bio et c'est sérieux. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir quand vous choisissez un miel, c'est que les seuls miels qui sont naturellement liquides en dehors de la période où on vient de les récolter, c'est là qu'il faut être prudent, mais les seuls miels qui sont liquides, c'est le miel d'acacia d'abord, qui reste très liquide, parce qu'il est très riche en fructose, et le miel de châtaigne. C'est intéressant parce que les miels riches en fructose sont ceux qui sont conseillés aux diabétiques. Or, la châtaigne est conseillée aux diabétiques au même titre que le potimarron. Et donc, vous voyez, le miel, qui est un sucre naturel, qui est un sucre riche en fructose, correspond bien à l'utilisation du fruit. Alors, quand vous prenez donc des miels cristallisés, eh bien, regardez à ce que la cristallisation ne soit pas des gros cristaux, que ce soit une cristallisation très fine, naturelle. C'est comme quand vous choisissez un sucre complet. Il faut que ce soit une cristallisation très fine, une poudre. Si c'est des gros cristaux, c'est qu'il a été chauffé ou qu'on a rajouté du sirop de sucre. Allons-y. Oui. Je ne vous vois pas. Non, mais attendez, monsieur, parce que vous n'avez pas le micro. On va vous le porter. D'abord, il y a une personne là-haut, mais je ne la vois pas. Ah, ça y est, je vous vois. Voilà. Madame, allez-y. Oui, deux questions. La première, faut-il supprimer totalement les produits laitiers de vache ? Et pour les enfants, peut-on élever des enfants en bas âge avec du lait de brebis ou du lait de vache et faire exactement... Non, pas de vache, du lait de brebis de chèvre. Brebis et de chèvre, voilà, c'est ça. Alors, réponse oui, sauf si vous avez la vache dans le jardin. Auquel cas, vous la trayez comme on faisait autrefois. Vous faites bouillir le lait comme on faisait autrefois. Quand nous sommes dans les Pyrénées, bon, les petits-enfants, les enfants, ils vont traire la vache et puis il revient comme Perrette avec son pot au lait. On fait bouillir comme autrefois. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la vache dans le jardin. Alors, chèvre, brebis, ok madame, ok. Parce que en fait, la pédiatre préconise un produit laitier par repas, matin, midi, 4 heures et le soir. Il faut changer de pédiatre. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Si, pédiatre homéopathe. Oui. Il y en a, madame. Et vous verrez que votre pédiatre, si vous allez en voir une autre, elle va s'y mettre à réfléchir.
Et les dernières études américaines les plus sérieuses disent que les produits laitiers de vache, c'est à partir de 1 produit laitier par jour que les problèmes commencent. Voilà, à partir de 1 par jour. Donc, l'idéal, c'est moins de 1 par jour, produits laitiers de vache. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les laits stérilisés UHT, eh bien, n'ont plus de qualité nutritionnelle valable. Au contraire, ils sont pas bons au niveau digestif et au niveau des facteurs de croissance qui sont conservés. Et les 4 produits laitiers par jour, d'où ça vient? C'est le PNNS, Programme national de nutrition santé, qui a été mis en place au niveau gouvernemental, mais qui est subventionné par les lobbies des produits laitiers. Donc, ça n'a aucune valeur. C'est scandaleux, d'ailleurs, qu'on poursuive cette campagne, alors qu'on a très bien vu rapidement, au bout de quelques années, qu'au lieu de faire baisser les problèmes d'obésité, ça continuait à monter. Voilà. Et alors là, il y a eu du flottement dans le PNNS, mais ce n'est pas encore résolu. Oui, il y a eu des émissions récemment sur ces sujets-là, sur les produits laitiers, et vous avez des journalistes qui n'arrivent pas à passer ça sur leurs propres médias, parce que c'est leur patron qui bloque, à cause des publicités, vous comprenez? C'est la même chose pour le problème des vaccins. C'est exactement la même chose. Ce sont des lobbies qui sont d'une puissance inouïe, la puissance étant liée à l'argent, tout simplement, et avec ça, vous achetez des pages de magazines, des passages de télé, des publicités, etc. Et il ne faut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et là, je rejoins totalement Pierre Rabhi, qui est un très grand ami, j'étais avec lui en conférence récemment, c'est le colibri. Le colibri tout seul, il amène la goutte d'eau pour éteindre le feu, il ne peut pas. Mais si tous en ajoutent une autre goutte, on y arrivera, monsieur. Attends, je voudrais juste rajouter quelque chose. Une goutte, non pas de lait, mais de bon sens. Voilà. L'enfant, quand il naît, il n'a pas de dents. Donc, il a besoin de lait. Il tète. D'accord? Bon, il va grandir, les dents vont sortir de lui-même. Les jeunes mamans le savent bien. En voyant ses parents manger, il aura envie de manger quelque chose. Alors, on va lui en donner un petit peu. Bon, progressivement, on va mettre en place le sevrage parce qu'il va commencer à manger des choses pas vraiment solides au début, des choses, on va lui donner des purées ou des choses qui s'effritent facilement dans la bouche, et l'enfant va apprendre à mastiquer. Et c'est important d'ailleurs que la maman montre en même temps, miam, 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 ou le papa, qu'il faut mastiquer longuement. Bon, une fois que l'enfant sait mastiquer des choses solides, il est sevré, il n'a plus besoin de lait. On sait très bien que le lait, c'est l'aliment du nourrisson. Quand il mange des aliments solides, qu'il est capable lui-même de réduire en purée, attention, il faut bien mastiquer, et ça c'est valable pour nous aussi, eh bien, il peut avaler et il n'a plus besoin de boire. Le lait, c'est un aliment qu'on a rajouté à nos régimes alimentaires, mais dont on n'a pas besoin. On a nos aliments, nos végétaux en particulier, on a besoin de manger des végétaux. Regardez la vache adulte, elle ne boit plus de lait, elle mange de l'herbe. Nous avons besoin de beaucoup plus de végétaux et moins de produits animaux. Monsieur, dans les produits de plus près de votre micro. Oui. Dans les produits de l'abeille, est-ce qu'ils ont une influence sur l'insuffisance rénale? Alors, attention, vous parlez d'une insuffisance rénale de quelqu'un qui est au rein artificiel, par exemple? Les produits de la ruche, oui, j'ai bien compris, mais meilleurs et ont-ils une influence? Oui, mais pour quelqu'un qui est au rein artificiel, ça veut dire que ses reins ne fonctionnent plus et il est au rein artificiel. Il faut envisager une greffe de rein, par exemple. Vous parlez de quel type d'insuffisance rénale? Parce qu'il y en a différents. Oui, alors, la première insuffisance rénale, c'est qu'on n'urine pas suffisamment, et donc le miel peut jouer un effet diurétique positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut en prendre en grande quantité, mais la partie glucidique du miel peut jouer un rôle diurétique, non pas qu'on va uriner du sucre, pas du tout, mais on va permettre une meilleure filtration. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si l'insuffisance rénale est telle chez un enfant ou un adulte qu'on est au bord d'une dialyse d'un rein artificiel, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est important, c'est que chez des personnes comme ça, il faut supprimer tous les produits laitiers, ça c'est sûr. Il faut supprimer tout le gluten, ça c'est sûr aussi, parce que le gluten aggrave les insuffisances rénales. On voit même des cancers du rein
qui sont liées à une consommation de mauvais gluten, donc de mauvais pain. Voyez, mais le bon gluten va arriver. Ce matin, on me disait, ouais, quand est-ce qu'il arrive à Vichy, à Clermont-Ferrand? Pacienza. D'abord, il va être à Montpellier. Non pas parce que je suis à Montpellier, mais parce que c'est la plus ancienne université en Europe au niveau médical. Et que nous voulons montrer que le pain, c'est la santé. Oui, et nous ne voulons pas montrer que c'est un problème de santé au sens d'un médicament, mais que c'est un élément positif pour notre santé. Vous voyez? Donc voilà, question, encore 2, 3 questions, et puis il va falloir... Madame. Bonsoir. Je ne vous vois pas. Là. Ah, vous êtes là-haut? Oula, oui, Oui. on vous voit. Oui, d'accord. Vous avez parlé des chewing-gums à la propolis. Oui. Vous en voulez un? Non, enfin, bien entendu. Oui. Merci. Pour les enfants, notamment. On sait que les chewing-gums, majoritairement, contiennent du E171, une nanomolécule de titane, me semble-t-il. Et en l'occurrence, je voudrais savoir si dans ces chewing-gums à la propolis, il y a également cette nanomolécule E171. Oui, je pense que non, parce que je l'ai vu, et puis pour vous dire très honnêtement, j'ai goûté tout ça pour voir un peu ce que c'était, et je trouvais que c'était assez sympa. Et vous voyez, après qu'une conférence comme ça, parfois le soir, j'ai une voix un petit peu éraillée. Parce que le micro n'a pas très bien marché, il a fallu lever la voix, etc. Eh bien, je prends un chewing-gum à la propolis, ou bien j'ai toujours sur moi de la propolis que mon épouse me met dans les poches. Où est-ce que c'est? Non, tu me l'as piqué? Bon. Eh bien, pratiquement dans les 15 minutes qui suivent, je retrouve une diminution de l'inflammation que j'ai au niveau ORL. C'est extrêmement efficace. Vous voyez? Et ça, vraiment, moi, je prescris. L'autre jour, j'appelle un de mes amis, il avait une voix qui était cassée. Pourtant, il est tout bib. Il me dit, j'arrive pas à parler, j'ai une laryngite. J'ai dit, mon vieux, propolis, médecin, vous savez ce qu'il me répond? C'est quoi? Quel âne? Voilà, c'est effrayant. C'est quoi? Mais oui, mais parce que c'est pas sa faute. Attention, on l'a pas appris à la faculté. Moi, c'est elle qui m'a appris. C'est pour ça qu'il faut écouter les femmes, je vous assure, il faut les écouter. Merci. Enfin, c'est pas moi qui t'ai convaincu. Si, tu m'as pas convaincu, mais tu m'en as parlé les premières fois d'une manière très positive parce que tu l'utilisais plus que moi. Maintenant, je l'utilise à fond la caisse. Question suivante. Oui, bonsoir. Où êtes-vous? Ici. Ici, c'est où? Sur votre gauche. Ah oui, d'accord. Merci. L'été dernier, nos abeilles ont récolté, dans pas mal de régions, beaucoup de miellat de tilleul et miellat de chêne. Magnifique. J'ai pu lire sur Internet que c'était beaucoup plus riche en oligo-éléments et qu'il aurait des vertus antiseptiques beaucoup plus fortes que même le miel de thym. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Non, mais je dirais que si vous avez ce miel-là, c'est absolument excellent, surtout à utiliser positivement autant que le miel. Bon, je n'ai pas les dosages dans la tête de ce miel-là au point de vue des oligo-éléments, de leurs vertus anti-infectieuses ou autres, mais je suis tout à fait d'accord et à utiliser certainement. D'autant plus qu'il ne cristallise pas, lui. Oui. Ou très difficilement. Pour l'instant, il n'est toujours pas cristallisé, quoi. Oui. Encore, madame, oui. Bonsoir, moi j'aurais 2 questions. La première concerne les produits laitiers, donc j'entends bien que j'ai entendu, vous avez pigé, voilà, quoi. J'ai compris le message. Pour les enfants en bas âge, par exemple 4, moi j'ai des enfants de 4 et 6 ans, par quoi on remplace les produits laitiers? Alors, attendez, je vais passer... Effectivement, si on remplace les produits laitiers, il y a toutes sortes de... je sais qu'on mange pas mal d'amandes, de noisettes. Oui, très bien. Mais pour des enfants allergiques. D'abord, vos enfants, ils ont des dents. Ils ne sont pas édentés, ils ont des dents. Même s'ils commencent à les perdre parce que les nouvelles vont arriver. Bon. Donc, les dents, c'est fait pour mastiquer. Et c'est pour cette raison que je suis très reconnaissant à mon épouse d'avoir fait un livre pour les enfants qui est... je cuisine en chantant pour ma santé. Bon, c'est ludique pour les enfants, pour leur apprendre combien c'est important d'utiliser ses dents. Alors, le problème des produits laitiers d'une manière générale, c'est qu'ils sont liquides. Vous regarderez un yaourt, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'y mettre la cuillère. Ça coule. Ça, vous le foutez en l'air. Les derniers dans votre frigidaire, vous les finissez, puis on n'en parle plus. Voilà. Par contre, vous leur donnez des morceaux de fromage. Mais vous avez dit que les gosses étaient allergiques. À quoi? Peut-être à la vache. Aux fruits à coque. Aux fruits à coque. Ah, aux fruits à coque. Quel fruit à coque, par exemple? Oui, bon, c'est amandes, noix, noisettes, châtaignes éventuellement aussi. Non,
pas châtaigne. Pas châtaigne. Bon, vous pouvez donner du lait de châtaigne. Hein? Alors, quand vous avez des enfants qui sont allergiques, surtout commencez par enlever les produits laitiers et les produits céréaliers, qui sont des facteurs d'allergie. Autre facteur d'allergie, les pesticides, mais aussi dans tous les produits industriels, les conservateurs, colorants, antioxydants, etc. Et les dérivés du soja ou du blé qui sont utilisés dans tous les produits industriels. On ne mesure pas. Hein, quand des personnes disent « moi je prends du lait de soja ou du tofu pour remplacer la viande parce que c'est des protéines végétales », ils ne se rendent pas compte qu'ils ajoutent du soja à déjà une grande quantité qu'ils consomment sans le savoir. Hein. Ça, c'est les vertus de l'industrie agroalimentaire. Donc ça, ce sont des facteurs d'allergie qu'on ne connaît pas. Une des meilleures préventions des allergies, c'est d'allaiter les bébés comme le propose l'OMS. Mais enfin, bon, ça, voilà. On fait en fonction du terrain dont on a hérité. La propolis est un facteur d'apaisement des allergies. Mais c'est vrai que si les enfants sont allergiques aux fruits à coque, il faut suspendre l'utilisation des fruits à coque pendant un certain temps, au moins 2 ans. Et au bout de 2 ans, on peut essayer tout doucement de les réintroduire, mais tout doucement, pour voir s'ils réagissent ou s'ils ne réagissent pas. Mais veillez à exclure tous les facteurs d'allergie autour. Excusez-moi, du coup, on avait prévu de finir à 21h. Donc, on va prendre une dernière question, parce qu'il faut libérer l'amphi. Oui, je vous ai vu, monsieur, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Et encore une autre. Bon, une autre, ça, c'est en prime. Bonsoir. Pourriez-vous me conseiller pour prendre la propolis que l'on récupère dans les ruches et qui sont relativement dures, des petits morceaux durs? Alors, là, je ne saurais pas vous conseiller d'une manière très certaine, très sûre. Il faut voir des apiculteurs qui font ça. Vous avez combien de ruches, monsieur? Une dizaine. Oui, d'accord. Alors, pour vivre avec des ruches, il en faut au moins 300. Bon. Donc, vous avez ici Madame Élise qui s'est présentée tout à l'heure, qui connaît très bien tous ces sujets-là. Ça, elle vous dira. C'est vrai qu'il faut faire attention, parce que si vous avez de la pollution, cette pollution peut arriver sur votre propolis. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il faut la purifier. Et la purification de la propolis, ce n'est pas évident. Ça se fait, il y a des gens qui sont capables de le faire, mais ce sont des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Donc à ce moment-là, je vous conseille de rentrer en contact avec eux, mais je ne saurais pas vous donner des conseils vraiment très futés. Oui. Merci. Oui. Avec plaisir. Si j'ai bien compris... Où suis-je? Là-haut. Si j'ai bien compris, vous déconseillez en cas de cancer la gelée royale. Absolument. Et est-ce que la propolis peut être prise? Oui, j'ai dit oui, madame, puisque je vous ai dit que la propolis, dans les études expérimentales qui ont été réalisées, réduit d'à peu près 40 à 50% les risques de métastase. Donc ça vaut la peine. D'accord. Voilà. Merci. Alors on va conclure 2 phrases. Hippocrate disait 500 ans avant notre ère que ton aliment soit ton médicament. On peut le dire de tous les produits de la ruche, sauf gelée royale pour le cancer. Et enfin, c'est notre grand biologiste français qui s'appelait Jean Rostand, qui disait « Il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance, donc il vaut mieux aller au resto qu'à l'hosto ». Voilà. Bonne santé à tous.